trop sympa, on y croit, on verra bien. Et puis voilà, bah là j'ai sorti un atlas des crises et des conflits, enfin c'est la réédition et puis un petit bouquin sur la jury de l'intelligence artificielle. Voilà. Mais oui, la vidéo me prend, ça marche bien, je me suis mis sur TikTok aussi. Oui, mais c'est vachement. Et ça prend du temps, mais il est bien investi, je trouve, en fait, derrière. Moi, ça me prend le temps de le faire, c'est mon équipe qui Oui, gère ça. Et TikTok, maintenant, je m'enregistre et je le mets directement. Donc, je fais pas de montage. et ce côté spontané, ça marche super bien. Non, mais c'est génial, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut. Et puis ça renouvelle les audiences, ça renouvelle généralement. Du coup, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Et toi, ça va? Ouais. Bah, ça va bien. Tu t'es beaucoup baladé, tu as fait beaucoup de trucs à l'étranger? Je suis parti avec Élysée, je suis parti avec une résidence en Inde en janvier. J'ai fait un sujet sur le sud global. Je vais partir là au Liban pour accompagner le prix Al-Belran pour la remise des prix au journalisme, mais qui à mon avis avec l'actualité va pas vraiment se faire. J'ai été convié à Abu Dhabi pour un forum en décembre. Et sinon, sur mes projets perso, je suis parti à la Thaïlande et le Myanmar l'année dernière, au Kazakhstan. Et là, je veux continuer une série sur les migrations. Parce que moi, je travaille beaucoup plus par thématique. Oui. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce que je n'ai pas les compétences qui vont pouvoir parler d'un pays globalement. Donc, je préfère étudier sur ce pays. Comment l'économie fonctionne avec ça? Ouais, bon, ça, de toute façon, je ne deviendrai jamais riche au point de monter une vie. Et je peux en vivre. Ouais, ouais, c'est bon, moi, je suis très heureux. Et encore, en numérique, je regarde politique. On est sur d'autres critères. C'est plus que. Mais bon, un petit peu après, rentre tout à l'heure dans des trucs. Enfin, une fois que c'est propre à la vie, je sais pas si tu es invité par les réseaux, c'est quand même déjà. Oui, c'est des belles reconnaissances. Mais je sais que même en termes de caractère, je sais que je ne suis pas entrepreneur au point de faire comme ces plans sur Terre, Michel Québécois de géopolitique, où là il a monté en gamme incroyable, il a loué des locaux, il a des équipes de studio, et tout. Enfin, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Ça va devenir une très très grosse chaîne de géopolitique. Moi je sais que je resterai toujours un peu électron libre. Oui, parce que tu Parce veux que j'aime rester aller sur le terrain, je indépendant, veux rester indépendant, et que c'est ma manière à moi de. tu veux pas t'emmerder avec le. Moi, je parle de Sciences Éco, tu veux pas t'emmerder avec le poids des structures. C'est un seul inconvénient. Je Hein, sais que je sais que je n'ai pas les épaules et même je n'ai pas l'envie particulière. Moi, pendant très longtemps maintenant, si tu veux, mais pendant très longtemps, je dis, mais en fait, la gestion d'équipe me prend trop de temps, je vais arrêter, je vais retourner à mes trucs individuels. Maintenant, le fait d'avoir une équipe, il nous donne une bonne logistique, Oui, il fait gagner le temps. il t'a gagné. Mais Mais ça n'a pas de côté. il faut arriver à ce créneau-là et l'équilibre est pas facile. Bon, ben, on va y aller. Comment on fait le truc? Ouais, vas-y, je te suis. Quelqu'un doit annoncer ou on démarre nous-mêmes? Là, si quelqu'un annonce, lance. C'est bon? Oui, c'est normalement, il faut quand même une technique. Pascal, Ok. petit micro. J'ai ma mère qui est un très grand fan de tout ce que tu écris. Ah ouais, ouais, Ça fait plaisir. vraiment, il adore. Il t'a découvert il y a. Enfin, je me permets de tutoyer. Oui, bien sûr, bien sûr. Il t'a découvert il n'y a pas si longtemps parce que il s'est intéressé à la géopolitique il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment, il aime beaucoup ce que tu fais et les angles que tu prends, les engagements que tu as. Enfin, il aime vraiment beaucoup. Donc tu as un fan à la maison. Bon, Voilà. très bien, ça fait plaisir. C'est bon?
on va partir. Bonjour tout le monde. Allez, on est parti. Eh bien, bonjour tout le monde, on est ravis d'être avec vous. On n'a pas vraiment de ligne directrice pour cet échange. Ce qui se trouve, c'est que Pascal Boniface, que vous connaissez, qui va se présenter, et moi, on a en commun quelque chose, c'est qu'on est passionné de géopolitique et on cherche à l'expliquer. Donc vous allez voir, on l'explique très différemment parce que je n'ai pas du tout son niveau de connaissance sur les sujets. Mais par contre, on est sur Internet et même en librairie pour Pascal. Notre passion, c'est de comprendre ces sujets et de les expliquer. Donc, je me présente rapidement et puis je te passe la parole juste après. Bon, on fait comme ça. Alors, je m'appelle Gilda, j'ai 33 ans et pendant mes études, je me suis passionné pour ces sujets de géopolitique sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de partir au Sénégal pour un projet de centre aéré que j'ai organisé avec des copains. Et où là, j'ai eu une première prise de conscience où je me suis dit, mais en fait, jusqu'à mes 18-19 ans, j'avais jamais quitté l'Europe, j'avais jamais quitté l'Union européenne. Et cette première expérience m'a vraiment fait prendre conscience que j'aimais me confronter au monde avec un grand M. Ensuite, j'ai eu une deuxième prise de conscience pendant mes études. Je suis parti 2 ans au Mexique. Et là, pareil, en fait, j'étudiais des sujets un peu de géopolitique la semaine. Et le week-end, je faisais des petits voyages et ces sujets que j'étudiais la semaine, je les voyais sur le terrain. Je voyais un sujet sur les migrations, et le week-end, je rencontrais quelqu'un qui avait tenté plusieurs fois de traverser la frontière jusqu'aux États-Unis. J'avais un sujet sur le narcotrafic et le lendemain, je pouvais éventuellement entendre parler dans les news ou voir à certains endroits des règlements de compte entre cartels. Donc en fait, cette confrontation entre l'analyse d'un sujet et aller sur le terrain, ça m'a vachement plu. De telle manière que j'en ai fait mes études et après ça, j'ai lancé ma chaîne YouTube, ensuite TikTok, ensuite Instagram, enfin Instagram puis TikTok. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre, c'est mon métier, je suis youtubeur, entre guillemets, vulgarisateur de géopolitique. Et ce qui m'anime le plus, c'est d'aller sur le terrain. Et donc, je choisis des sujets et je pars sur le terrain et je reviens avec des vidéos qui ont pour objectif de rendre ces sujets plus simples. Donc ça peut être des sujets sur la diplomatie, sur l'environnement, sur le narcotrafic, sur les conflits. Voilà, sachant que je ne suis pas du tout expert de ces sujets, je suis vraiment vulgarisateur, c'est-à-dire que je m'intéresse à ces sujets, je vais essayer de faire le travail le plus journalistique possible, le plus propre possible, et ensuite je reviens et je présente ça, et les gens qui me suivent savent que je ne suis pas du tout un expert, mais quelqu'un un peu comme un grand frère qui les prendrait par la main et qui dirait « Venez, on va sur le terrain, on va sur le porte-avions Charles de Gaulle, venez, on va dans un cartel au Mexique, venez, on va avec le président de la République en Inde, venez, on va voir des braconniers en Afrique. » Et c'est vraiment plus ça, moi, ma posture, qui est différente un peu de celle de Pascal. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, on ne peut pas vulgariser si on n'est pas expert, donc tu es un expert. Tu connais bien les sujets que tu traites, sinon tu ne pourrais pas les vulgariser. Donc effectivement, tu n'es peut-être pas universitaire, mais tu es expert des sujets que tu traites, et je sais à peu près le travail que tu fais dans tes vidéos ou dans ton bouquin. Et donc, on ne peut pas vulgariser si on ne connaît pas. Oui. Parce que sinon, il y a vraiment une sorte d'escroquerie intellectuelle qui n'est pas ton cas. Donc effectivement, alors après, tu peux ne pas être expert d'un sujet, tu es généraliste, parce que tu vas passer de plusieurs sujets, mais quand tu passes d'un sujet du trafic de drogue au trafic de migrants, tu as déjà bossé avant pour le traiter. Ensuite, il y a 2 types, et ce qui nous réunit, c'est qu'on est tous les 2 généralistes. Moi non plus, je ne suis pas expert d'une zone géographique, je suis pas, mon expertise lointaine, c'était sur le nucléaire, sur la dissuasion. Maintenant, je suis devenu généraliste parce qu'en tant que directeur d'un centre, je dois un peu traiter tous les sujets. Et il y a peut-être que juste dans la géopolitique du sport où j'ai une expertise et que je maintiens cela. Et donc moi, pour me présenter, donc je m'appelle Pascal Boniface, j'ai créé et je dirige l'IRIS. L'IRIS, c'est donc ce qu'on appelle un think tank, un réservoir à idées, donc un centre de recherche en réalité, mais qui est aussi une école, puisqu'on a des formations pour les étudiants au niveau Master 1 et Master 2. Et donc on fait des activités de recherche, des activités de publication, des activités d'enseignement, donc, et aussi d'organisation d'événements. Je ne serai pas là demain parce qu'on a aussi un gros événement de géopolitique à Nantes demain et après-demain, et donc c'est un peu ce que l'on fait. Je me suis en fait tourné vers la géopolitique un peu par hasard, ce n'était pas une vocation première, j'ai toujours aimé la politique, j'ai toujours aimé, j'étais fasciné par l'Amérique latine quand j'étais lycéen, et puis bon, en fait sous le hasard des rencontres, je suis tombé sur une étude de droit,
Et je suis tombé sur un prof de droit international qui me passionnait. Donc j'ai fait une thèse avec lui. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le droit ne permettait pas d'expliquer le monde. C'est mieux que le droit existe, que le droit n'existe pas. Mais si on voulait vraiment comprendre le monde, il ne fallait pas se contenter d'une approche juridique. Et donc je suis passé de la discipline droit international à la discipline sciences politiques. Et puis donc l'IRIS a grossi un peu de façon non prévue au départ pour devenir maintenant une institution un peu reconnue. Donc le piège, c'est être une institution et continuer à être innovant. Ne pas s'endormir. Et il y a une cinquantaine de collaborateurs. Donc en fait, je suis devenu un peu... Ça, ce qui nous différencie. Toi, tu es resté individuel solo. Moi, je suis chef d'entreprise également. Et donc, on en parlait un peu avant le début de notre entretien. C'est toujours... ça prend du temps de gérer une équipe. Parce que c'est du temps qui n'est pas consacré à la lecture, à la recherche. En même temps, ça donne aussi des moyens de travailler, donc c'est un débat éternel. Enfin bref. Et donc, aujourd'hui, effectivement, j'ai mes publications, que souvent je réactualise régulièrement parce qu'elles sont appréciées. Et effectivement, on me reconnaît le sens de la pédagogie. Et j'essaye d'alterner entre les livres pédagogiques, les atlas, les petits livres, la géopolitique en 50 fiches, etc., qui sont des livres qui n'ont pas de prétention intellectuelle, mais qui ont juste la prétention d'expliquer le monde, et des essais où là, je peux prendre position, parce qu'un essai, un livre pédagogique, vous racontez le monde tel qu'il est, si vous êtes honnête. Pas avoir un biais idéologique. Et puis il y a des essais où vous prenez position sur la guerre en Ukraine, sur le conflit du Proche-Orient, sur les rapports entre le Sud et le Nord, sur les rapports entre la France et le reste du monde. Et je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux. On doit prendre position dans les essais, mais en essayant d'être honnête, de ne pas mentir, et aussi de ne pas cacher. J'ai eu, là, Michel Villorca n'est pas là, mais je me rappelle, il y a déjà longtemps, j'ai un débat, enfin, en faisant route vers un événement ensemble, je dis, mais Michel, est-ce que tu as déjà menti pour emporter l'adhésion de ton idée? Tu dis, est-ce que la fin justifie les moyens? Mais non, jamais de la vie, parce que c'est des crédibilises, etc. Je crois que ce qui est important, c'est que s'il y a un problème, même s'il y a des arguments qui viennent contre votre thèse, il faut les accepter, parce que si vous croyez en ce que vous dites, vous pensez qu'à la fin, quand même, vous allez emporter l'adhésion. Bref, tout ça pour dire qu'un essai est différent d'un livre pédagogique. Dans un essai, on prend position, dans un livre pédagogique, on explique. Et puis, comme Gildas, mais je crois après toi, d'ailleurs, tu as été plutôt pionnier dans la matière. Je me suis mis aussi sur YouTube, aussi sur TikTok d'ailleurs, et donc j'essaye de faire des vidéos pédagogiques, de temps en temps des coups de gueule pour prendre position. Je distingue les deux, effectivement, parce que vous êtes une génération qui lit moins que la mienne, et peut-être moins que celle de Gildas, moins que la mienne en tout cas, c'est certain. Et il faut aller voir les gens là où ils sont. Donc en fait, le but, c'est... bon. Et ma conviction profonde, qui est commune avec celle de Gildas, c'est que la géopolitique, c'est important. Ce n'est pas réservé à une élite habitant ou travaillant dans le 7e arrondissement de Paris. Et que votre génération, comme maintenant, et c'est le sens de votre présence ici, vous faites de la géopolitique en première et en terminale, ce qui n'était pas le cas quand, au siècle dernier, j'étais au lycée. Pourquoi? Parce que moi, je vivais dans un monde globalisé. Quand j'étais au lycée dans les années 70, en fait, l'horizon, c'était la France, voire d'ailleurs la région parisienne. Aujourd'hui, vous savez très bien que vous vivez dans un monde globalisé et que le terme affaires étrangères n'a plus le sens qu'il avait auparavant. Parce que les affaires qui sont en dehors de nos frontières ne sont pas étrangères. S'il y a un conflit au Proche-Orient, s'il y a des tensions entre la Chine et les États-Unis, ça a des répercussions partout. Partout, y compris en Normandie, y compris en France, etc. Et donc, en fait, on ne peut plus ignorer ce qui se passe à l'étranger. Donc, s'il n'y a pas un besoin, il y a une nécessité de comprendre le monde, qui est un monde globalisé, et vous allez vivre. Il n'y aura pas de déglobalisation, il n'y aura pas de démondialisation, et donc vous allez vivre pour le restant de vos jours dans un monde où l'étranger se rapproche et où l'étranger aura des conséquences directes sur votre vie quotidienne. Aujourd'hui, qu'on soit auparavant, il n'y avait que des gens comme Gildas et moi, dont la géopolitique est le métier, parce que c'est aussi ce qui nous réunit, c'est que la géopolitique est notre métier. Il n'y avait que des gens dont c'était le métier qui s'intéressaient à la géopolitique. Aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse, enfin pas tout le monde, mais une très grande partie du monde, parce que, d'une part, parce que c'est vachement intéressant, et d'autre part, parce que si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique s'intéresse à vous. Et elle va façonner votre environnement, y compris local. Et donc, il y a un enjeu, je crois, majeur à rendre les choses simples et à rendre les choses accessibles, à ne pas jargonner, à ne pas se protéger, à ne pas
avoir le faux confort de dire on va uniquement en parler entre spécialistes, mais la vulgarisation, c'est tout sauf vulgaire, c'est au contraire très noble, et je trouve qu'il y a vraiment un enjeu majeur de rendre accessibles les choses compliquées en les simplifiant sans simplification excessive, et en tous les cas en décomplexifiant des choses complexes. Levez la main ceux qui regardent des vidéos d'actualité sur TikTok. Ok, levez la main ceux qui regardent des vidéos d'actualité sur Instagram. Ok, sur YouTube. Et alors là, tout le monde va baisser la main sur Facebook. Et voilà, j'étais sûr. Ok. Ah non, il y en a et sur BFM ou CNews. Ouais. Ah, on en a une là-bas. Comment ? Ouais, éloquent, ouais. Donc, ce qu'on vous propose peut-être, le mieux, c'est peut-être qu'on réponde directement à vos questions. Et en fait, on va construire l'échange comme ça. Est-ce que vous avez quelqu'un qui veut se lancer pour une question ? Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur la difficulté que nous, on a à créer du contenu sur Internet. Ça peut être comment est-ce qu'on rend le journalisme accessible sur Internet. Ça peut être le fait d'aller sur le terrain. Oui, on a une première question ici. Alors attends, je crois qu'il y a un micro qui va arriver parce que ceux qui nous regardent en live, ils ne vont pas t'entendre sinon. Ah, c'était ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des lois par rapport à quand vous publiez quelque chose sur YouTube par rapport au journal et tout? Est-ce qu'il y a des lois? Attends, je suis désolé, j'ai pas tout entendu. Est-ce qu'il y a des lois quand on publie du contenu sur YouTube, c'est ça? Des lois par rapport à quoi? C'est les mêmes lois que si tu publies dans un journal, si tu publies un livre. C'est les lois, disons que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Tu n'as pas le droit d'insulter les gens, sinon ils peuvent te faire un procès. Tu n'as pas le droit de diffamer les gens, sinon ils peuvent te faire un procès en diffamation. Alors la diffamation et l'insulte, c'est celui qui est insulté ou qui est diffamé qui le fait. Mais si tu tiens un propos raciste, si tu dis les Noirs sont ci, les Juifs sont ci, les Arabes sont ça, c'est l'État qui peut te faire un procès directement. Donc c'est exactement les mêmes lois que pour tout support écrit, que tu n'as pas plus de droits ni moins de droits qu'à la radio, à la télévision, dans la presse ou dans la presse écrite. Par contre, tu vois, moi, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé dans mes premiers reportages, de faire des petites fautes. C'est-à-dire que c'est pas grave, j'ai fait le maximum que j'ai pu. Mais il n'y a pas une loi qui va me pénaliser pour ça. Par contre, les gens qui vont regarder la vidéo, heureusement, j'avais moyen après coup de mettre dans les commentaires « Attention, à tel moment, désolé, je me suis loupé, j'ai pas mis la bonne photo, je me suis trompé de personne, c'est pas son vrai prénom, mais c'est le nom. » Enfin, ça peut arriver. Ça veut pas dire que c'est grave, mais là, pour le coup, c'est vous, quand vous regardez les informations, il faut que vous acceptiez l'idée qu'il peut y avoir parfois des petites coquilles, il peut y avoir des imprécisions, ou parfois il peut surtout y avoir un angle qui est choisi. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça ne veut pas dire que c'est complet non plus. Il peut y avoir d'autres angles sur le sujet. Et là, pour le coup, on est libre de faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tout le monde se forme au fait de comment on s'informe bien, comment on vérifie ce qui est vrai, comment on vérifie... Voilà, on va s'envoler. Comment on vérifie ce qui est vrai et comment on vérifie ce qui est faux. Ouais. Merci pour ta question. Est-ce qu'on a une deuxième question dans la salle? Oui, au fond. Bonjour, je voudrais demander, est-ce que pour vous c'est possible d'être neutre sur un sujet, par exemple, sur des journaux ou sur des chaînes YouTube, sur un sujet tel que la Palestine par exemple? Alors, bonne question. Alors, la neutralité n'existe pas. Par contre, il peut y avoir une recherche d'impartialité, c'est-à-dire que ce n'est pas une case où hop, c'est bon, je suis dedans. C'est plutôt une gradation, genre en mode, je vais essayer d'aller le plus loin possible vers l'impartialité, sachant que sur des sujets aussi complexes, tu ne pourras jamais être complètement neutre. Je vais donner un exemple très précis. Par exemple, au moment où il y a eu la Russie qui a attaqué l'Ukraine, je suis parti 3 mois plus tard avec l'armée, enfin les armées françaises, qui faisaient un exercice avec l'OTAN au nord de l'Europe. Et donc pendant cet exercice-là, j'ai pu interviewer un certain nombre d'experts militaires. Et en rentrant à Paris, j'ai interviewé aussi des experts géopolitiques, mais qui avaient un regard beaucoup plus orienté pour les pays de l'OTAN. Et à mon retour, j'ai aussi essayé de contacter des personnes qui avaient un regard plus tourné vers la Russie. Et j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, mais vu que je suis tout seul et que je suis travailleur indépendant,
et que c'était le début de la guerre, toutes ces personnes-là m'ont soit pas répondu, soit m'ont dit désolé, j'aurais bien aimé. Il y a notamment un diplomate russe qui m'a dit j'aurais adoré, mais j'ai l'interdiction d'intervenir sur un média. Et donc au final, j'ai été obligé de publier la vidéo telle qu'elle, mais elle n'est pas neutre parce que j'ai donné beaucoup plus la parole à des personnes qui ont un regard pro autant. Ça ne veut pas dire que mon travail n'est pas intéressant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juste, mais il fallait quand même que je spécifie au début, j'ai essayé de faire cet effort pour être le plus impartial possible et présenter différents points de vue, mais j'y ai pas réussi. Mais en tout cas, voilà ce que vous pouvez regarder, et au moins vous êtes au courant de mon intention en tant que journaliste derrière. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rapporter. Oui, la neutralité, comme tu l'as dit, c'est difficile parce qu'on a tous un vécu, on a tous une formation. Et donc, c'est plutôt l'intégrité qui doit être recherchée que la neutralité. L'intégrité, ça veut dire que tu dois dire tout ce que tu connais comme argument, même s'ils vont à l'encontre de la thèse que tu voudrais privilégier. C'est la bonne foi. C'est donc la bonne foi. Après, sur tout sujet, tu as des militants. Sur le conflit russo-ukrainien ou sur le conflit israélo-palestinien, il y a des gens qui sont des militants parce qu'ils croient sincèrement pour des raisons personnelles. Et quand tu es militant, tu fais dans ce qu'on appelle le campisme, tu vas ignorer les arguments de l'autre pour uniquement développer tes arguments. Style, certains vont dire, oui, mais le 7 octobre, c'est normal, ils étaient occupés. Et d'autres vont dire, oui, mais en fait, les bombardements, c'est normal, ils ont été victimes d'attentats. C'est ne pas prendre en compte la dimension de l'autre. Après, tu as des gens qui ont un agenda, mais qui le masquent, qui s'inventent des faux titres ou qui avancent masqués. Et puis après, il y a on est chacun le produit des rencontres, d'une formation. Donc la neutralité, y compris pour les États, a du mal à exister. Pour nous, non. Je crois que ce qu'il faut rechercher, c'est l'intégrité. C'est-à-dire ne pas dire... Il y a une charte, par exemple, des journalistes qui pourrait s'appliquer aux géopolitologues. Dans la charte des journalistes, la charte de Munich, tu ne peux pas énoncer, affirmer quelque chose dont tu sais que c'est faux. Tu n'as pas le droit, normalement. Il y en a plein qui le font, mais normalement, tu n'as pas le droit. Donc, même si tu veux amener quelqu'un à ton point de vue, tu ne peux pas annoncer, par exemple, il y a 40 bébés qui ont été mis dans les fours. Ça, c'est faux. Tu peux être contre les attentats, mais pas avancer. Bon. Tu ne peux pas non plus masquer des choses évidentes qui existent, mais qui ne vont pas... Bon, voilà. Donc, c'est plutôt, en fait, une sorte d'éthique. Ne pas mentir, ne pas masquer des choses. Et puis ensuite, moi, je pense que c'est les gens qui font leur opinion. Ils sont soumis à des influences diverses. Mais la neutralité en tant que telle n'existe pas. L'intégrité, oui, peut exister. Et la malhonnêteté ou la désinformation aussi peut exister. En fait, le facteur de l'opinion est devenu tellement important qu'il y a de multiples tentatives de désinformation, de manipulation de l'information. Et par rapport à ça, peut-être pour anticiper une question là-dessus, je ne crois pas, contrairement à certains, qu'il y a les réseaux sociaux où il y a de la manipulation des informations, il y a les médias mainstream où il n'y a que des choses honnêtes. Parce qu'il y a des journalistes qui ont des partis pris, qui invitent d'autres gens qui ont des partis pris, et donc il y a autant de non-information ou de mal-information dans les médias centraux que sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, quand il y a vraiment une nouvelle qui est trop excessive, les réseaux sociaux viennent très rapidement la corriger. Puisque, comme chacun y a accès, si tu entends quelque chose et tu sais que c'est faux, tu le dis tout de suite. Tu n'as pas à écrire au courrier des lecteurs, tu n'as pas à demander un droit de réponse à la télé. Et en fait, les réseaux sociaux, surtout pour vous, ont l'immense avantage que chacun est à la fois récepteur d'informations, mais aussi émetteur d'informations. Et les réseaux sociaux ont un rôle fondamental dans les mobilisations de contestation des pouvoirs en Algérie, au Soudan, même si ça ne s'est pas bien terminé, au Chili, au Mexique, etc. Donc voilà, bon, pas de neutralité, mais il faut rechercher l'intégrité. Ce qui veut dire, c'est rendre compte de tous les points de vue. Bon, par exemple, sur le conflit Russie-Ukraine, il y a des gens qui vont dire que je suis payé par Poutine, que je suis pro-russe, etc. Et puis, pourquoi ? Parce que je dis qu'on a commis beaucoup d'erreurs à l'égard de la Russie avant le déclenchement de la guerre et que cette guerre aurait pu être évitée. Il y a un nombre d'erreurs incalculables qu'on a fait à l'égard de la Russie. Mais je dis aussi que cette guerre est inadmissible et que Poutine commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et que ce que fait la Russie, que cette guerre est illégale et qu'aucune des erreurs qui a été commise à l'égard de la Russie ne justifie le recours à la guerre. Et quand je dis ça, on me traite de vendu à l'OTAN, de quelqu'un qui veut se faire pardonner et qui préserve son rang de saillette. Donc en fait,
il faut accepter d'être critiqué par les uns et par les autres et poursuivre son chemin. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que j'avais lu dans un journal une fois qu'un journaliste ou quelqu'un qui crée du contenu, tu ne peux pas lui reprocher sa trajectoire sociale. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas lui dire « Ah non, mais toi, tu es né à Paris, je ne t'écoute pas. Toi, tu es né à Moscou, je ne t'écoute pas. Toi, tu es né à Sénégal, je ne t'écoute pas. » Par contre, tu peux lui reprocher de ne pas être curieux. Tu peux lui reprocher d'avoir fait volontairement mal son travail. Tu peux lui reprocher d'avoir choisi les mauvais mots. Tu peux lui reprocher certaines choses, mais tu ne peux pas lui reprocher qu'il ait grandi dans tel pays, qu'il ait fait ses études là-bas, qu'il ait rencontré telle personne. Ça, tu ne peux pas trop lui en vouloir. Par contre, il faut vraiment être vigilant sur comment il présente son contenu derrière. Est-ce que tu peux voir accès à ses sources? Est-ce que quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il te présente différents points de vue? Là, ça peut être des signes justement de bonne foi et d'intégrité, c'est-à-dire il fait l'effort d'être le plus impartial possible. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Ma question, c'est peut-on considérer toute information avec une source comme une vraie information et comment peut-on savoir? Alors, est-ce qu'on peut considérer comme une vraie information une information avec une source, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec une seule source. Avec une seule source. Je dirais qu'avec une seule source, c'est pas suffisant. Il faut le recouper. Mais ça peut être déjà une première piste, mais il faut l'étayer derrière. C'est-à-dire que tu peux te dire, ok, il y a déjà eu il y a une première base, mais il faut surtout pas s'arrêter à un seul point de vue parce que ce point de vue-là, même s'il y en a un, il peut être biaisé, il peut être orienté, il peut être partisan, il peut être fallacieux. Donc, je dirais que c'est un premier point de départ, mais il doit être complété par d'autres choses. Alors, il faut mieux une seule source que pas de source. Donc, faut déjà, mais c'est toujours bien d'éviter, et c'est peut-être là le danger des réseaux sociaux, c'est le biais de confirmation. C'est que l'algorithme va t'entraîner vers des choses avec lesquelles tu es d'accord. Et donc tu vas, disons que, je ne sais pas, pour éviter de... Tu es t'es pro-russe, tu vas aller que vers des réseaux pro-russes, tu es pro-ukrainiens. Bon, donc ce qu'il faut, c'est multiplier les sources, confronter ton point de vue. Et ce qui est important, parce que vous faites de la géopolitique au lycée, c'est de discuter avec vos profs, de discuter entre vous, parce que forcément, vous n'avez pas le même vécu, et donc il y aura des points de vue différents qui vont s'exprimer, et les débats que vous avez, les discussions que vous pouvez avoir entre vous, ou également avec vos enseignants, sont peut-être pas aussi importantes mais que les cours, mais très importantes, parce que tu es tout de suite dans la confrontation, au sens noble du terme, d'idées, parce qu'aucun de vous n'est semblable. Et chacun a des parents différents, des amis différents, des expériences différentes, des voyages différents, des lectures différentes. Il faut toujours rechercher un peu, il faut toujours essayer de penser contre soi-même. Et éviter de dire, ah oui, mais là, bon. C'est très confortable d'être toujours dans, ah bah là, je lis ça, je suis d'accord, c'est vraiment bien. Et bon, du coup, on s'endort content parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ce que vous pensez. De temps en temps, moi, je lis beaucoup de gens avec qui je suis en profond désaccord, parce que des fois, il y a aussi des bons arguments. Et surtout, il faut toujours tester, ne jamais tomber dans un conformisme ou dans un confort intellectuel qui est une sorte de dictature personnelle que tu te fais en voulant éviter les idées contraires. C'est pour ça que les débats, nous à l'IRIS, quand on fait un débat, on prend toujours des gens qui ont des opinions différentes. Il n'y a rien de plus épuisant que des débats où les convertis prêchent les convaincus, où tout le monde pense la même chose, etc. On évite d'inviter des faussaires, mais on invite des gens qui ont des idées différentes, et c'est ça Je veux dire, quand tu sors d'un débat avec des gens qui ont des idées différentes, bah à la fin du débat, tu as appris des choses, tu as réfléchi, etc. C'est bien. Donc, c'est mieux de ne pas se contenter d'une source, et c'est bien d'aller dans les débats pour confronter tes idées à celles des autres. Parce que, vu que vous êtes super nombreux à avoir levé la main par rapport à TikTok et Instagram, est-ce que l'effet bulle, ça vous parle ou pas? C'est exactement ce que vient de dire Pascal. C'est que, en fait, les plateformes, elles, ce qu'elles veulent, c'est que vous restiez le plus longtemps dessus. Parce qu'en fait, vous allez faire passer des publicités, et eux, ils sont payés pour les publicités qui défilent. Donc, ils vont essayer de garder votre attention le plus longtemps possible sur les plateformes. C'est pour ça qu'on parle d'économie de l'attention. Ces plateformes-là, elles veulent que vous restiez le plus longtemps pour la publicité. Et donc, leur système à eux, c'est de se dire, bon, pour qu'ils restent longtemps, je vais leur recommander des vidéos qu'ils kiffent. Ok, il a regardé des vidéos de Coldplay, je vais lui passer plein de vidéos de concerts de Coldplay. Ok, il a vu des trucs de chatons trop mignons, je vais lui pousser des chatons trop mignons. Ok, il regarde des trucs de cuisine, je lui pousse. Donc ça,
quand c'est de la musique, quand c'est du sport, il y a zéro problème, c'est génial. Par contre, quand il s'agit de politique et de géopolitique, ça peut être très dommageable parce qu'il suffit que vous ayez vu une fois pendant longtemps une vidéo, j'en sais rien, sur un point de vue sur Gaza, et la plateforme va dire ok, donc en fait ce sujet-là ça lui a plu, et donc en fait il va vous occulter volontairement d'autres points de vue qui ne sont pas forcément faux, mais parce que vous n'avez pas forcément cliqué dessus, il va se dire je vais moins lui présenter. Et donc en fait vous allez vous retrouver dans un système de bulles où toutes les vidéos qu'on va vous présenter sont un petit peu d'accord avec ce que vous avez vu au début. C'est exactement ce que vient de dire Pascal. Et c'est qu'à la fin, vous vous dites, ok, en fait, toutes les vidéos comme suggère TikTok ou Insta, ça représente ce que pense tout le monde. Et en fait, pas forcément. Ça représente ce que la bulle dans laquelle vous êtes est. Et c'est pour ça que ce qui est important, ce que dit Pascal, c'est avoir une bonne diète journalistique. C'est-à-dire que pour être bien informé, il faut regarder des gens différents, il faut regarder des sources différentes. C'est pour ça que c'est bien d'être sur TikTok, parce que ça vous permet d'être tous les jours conscient de ce qui se passe dans le monde entier. Mais c'est bien aussi d'aller parfois sur YouTube et regarder des vidéos du monde, regarder les vidéos d'autres médias, multiplier les points de vue. C'est ce qui vous permet d'être le mieux informé possible. C'est un peu comme l'alimentation, si vous mangez que le même truc, c'est pas forcément bon pour vous. Et dans l'accès à l'information, c'est un peu pareil. Il faut vraiment faire cet effort de regarder des choses, et même des choses où au premier abord vous vous dites ok, eux je les aime pas parce que j'aime pas ce qu'ils disent ou j'aime pas. Écoutez quand même, essayez de vous faire une idée, et après à juste titre vous pouvez vous dire ok, j'ai écouté, je suis toujours pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais au moins je sais pourquoi je suis pas d'accord, et au moins je sais ce que ces gens-là pensent. Faut toujours se confronter à ce truc-là et ne pas tomber dans le fameux confort dont parle, le confort intellectuel dont parle Pascal, qui est de se dire je reste uniquement avec les gens qui pensent comme moi, parce qu'en fait ça peut vous enfermer dans une bulle, et le monde étant beaucoup plus complexe que ça, vous allez manquer des éléments pour avoir une bonne compréhension du monde. Je vais donner un exemple, et juste pour revenir sur ce que vient de dire Gildas, puisque votre objectif c'est de comprendre le monde. Mais si vous n'avez qu'une vision, vous n'allez pas le comprendre. Il y a eu un test qui avait été fait avant l'élection de 2016, l'élection américaine, puisque là on est en élection présidentielle. Et donc à Sciences Po, à l'école Sciences Po, l'école internationale de Sciences Po, PSIA, ils avaient fait un sondage pour qui les étudiants votaient. Personne ne votait Trump. Ils votaient tous Hillary, parce qu'ils détestaient Trump. C'est quand même Trump qui a été élu. Donc, et en fait, les gens se disaient, mais comment ils ont fait pour voter Trump ? Donc ils ne comprenaient pas que peut-être que leur inclination, etc. Et en fait, Trump a été élu à la surprise générale, parce que les spécialistes des États-Unis pensaient que les électeurs américains pensaient comme eux. Et pour eux, il était impensable. Moi, je me rappelle très bien, parce qu'on avait une réunion au Quai d'Orsay la veille de l'élection, et deux grands, très très grands spécialistes des États-Unis, non, Hillary est élu, pas de souci, etc. Ils affirmaient ça. Et donc, en fait, il faut voir qu'il y a un livre que tu connais sans doute, Gildas, qui a été écrit par un type français, Maurice Gourdeau-Montagne, qui était le Sherpa de Chirac. Son titre, c'est « Les autres ne pensent pas comme nous ». Et la complication, c'est quand vous pensez que votre point de vue, il est... Bon, donc, quand on avait fait l'Atlas du monde global avec Védrine, on a fait les trucs sur l'eau, sur les campés, on avait toute une série, le point de vue, comment le Canadien, comment les Coréens, comment les Brésiliens voient le monde. Et en fait, si les autres ne voient pas le monde comme nous, globalement les Français, c'est pas parce qu'ils sont plus cons ou plus malsains que nous, c'est qu'ils n'ont pas la même histoire, la même ADN, les mêmes intérêts. Et donc, si tu ne prends pas en compte le point de vue de l'autre, c'est pas pour y céder, c'est juste pour le comprendre. C'est juste pour comprendre comment ils raisonnent, c'est pas pour leur donner raison. Mais si tu ne sais pas comment ils raisonnent à partir de leur histoire, etc., tu auras du mal à les comprendre et tu auras du mal à être mobile intellectuellement. Je vais vous donner d'autres exemples. Je suis parti en reportage sur le terrain, donc au Mexique, dans des cartels. Et quand on est en France, on se dit, on peut avoir une vision un peu du bien et du mal en se disant, ils font les choses, ils font quelque chose d'atroce. De toute façon, c'est les méchants de l'histoire. Et quand on arrive là-bas, on se confronte à un autre point de vue sur la question, où c'est un peu perturbant parce que les personnes que j'ai rencontrées dans ces organisations, forcément, elles ne vont pas dire que c'est les méchantes. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont raison, mais ça veut dire qu'elles ont un autre regard sur pourquoi elles font ça. Elles vont dire, mais en fait, les méchants, ce n'est pas nous. Les méchants, c'est les gens dans les pays occidentaux qui consomment ces produits-là. Moi, je réponds juste à un besoin. Si personne ne demandait, je ne ferais pas ce boulot-là. Et donc, selon leur point de vue, c'est aussi une manière de se dédouaner du fait qu'ils fassent des choses illégales.
Mais selon leur point de vue, les méchants de l'histoire, c'est pas eux. Et ça peut être, ils peuvent aussi dire, mais les méchants de l'histoire, c'est nos dirigeants, en l'occurrence les dirigeants mexicains, parce que moi je viens d'un quartier défavorisé. Je viens d'un quartier défavorisé dans une zone de montagne où, en fait, les seules manières pour moi de gagner de l'argent, c'est de faire comme mes parents et d'être agriculteur, mais je gagne vraiment pas d'argent, je suis sous le seuil de pauvreté. Et c'est pas une vie qui est enviable d'être aussi pauvre, parce que c'est une vraie souffrance d'avoir le ventre vide, de pas tous les jours travailler, de ne pas avoir de vision sur l'avenir, c'est vraiment une vraie souffrance. Donc ils peuvent chercher ailleurs. Et en fait, les possibilités de gagner de l'argent dans leur quartier, elles sont assez maigres. Et par contre, il y a des cartels qui disent, écoutez les gars, si vous bossez pour moi, vous allez passer de l'autre côté de la légalité, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose qui est illégal. Par contre, vous allez gagner suffisamment d'argent pour avoir le ventre plein et un toit au-dessus de la tête. Et c'est clair que quand moi j'arrive et que si je gardais une vision très européenne et très naïve, je pourrais dire c'est vous les méchants. Voilà, ce qu'il faut pour bien comprendre le monde, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont raison, mais ça veut dire que je comprends pourquoi vous pensez comme ça. Et pareil sur le sujet du braconnage en Afrique. En France, on se dit mais c'est horrible de tuer des rhinocéros, c'est horrible de tuer des animaux, pas forcément protégés, mais des animaux en général. Et si vous rencontrez des pygmées, ils vont vous dire mais les gars, moi j'ai pas d'iPhone, j'ai pas de voiture, je ne pollue pas du tout. Par contre, la seule chose que je fais, c'est que je chasse tous les jours dans la forêt, mais je connais tellement bien les espèces animales que dès que je vois qu'il y en a moins de telle espèce, je vais en chasser une autre. Et en fait, ils sont beaucoup plus écologiques que nous, malgré le fait qu'ils chassent. Et ils vont vous dire, ok, vous pensez que vous êtes les sauveurs de la nature parce que vous voulez absolument protéger tous les animaux, mais en attendant, si on prend le bilan global de votre vie versus la nôtre, nous, on est beaucoup plus écologique que vous. Et donc, c'est pour ça que c'est passionnant de se confronter à ces réalités-là. Parfois, c'est même perturbant parce qu'on est un peu déstabilisé dans nos convictions personnelles. Mais c'est pour ça, essayez au maximum de vous confronter à tous ces regards et enrichissez-vous de ça. Ça vous fera une opinion qui sera beaucoup plus riche que simplement de suivre un point de vue un peu tout fait. Juste un dernier exemple là-dessus. Vous savez qu'il y avait au large des côtes de Somalie pendant très longtemps, là maintenant il y a une force qui empêche, mais il y a du piratage. Les pirates étaient revenus, on pensait que ça avait disparu, qu'il n'y avait plus Barbe Rouge, etc. Mais non, les pirates étaient revenus. Et donc les gens accostaient des bateaux, faisaient prisonniers en otage, et puis ils libéraient tous ces gens contre des rançons, des cargaisons, etc. Et puis parfois il y avait des blessés, des morts. Et donc quand tu regardes ça, tu dis mais c'est quand même, on retourne à la barbarie. Des gens qui sont des plaisanciers aussi, qui ont été pris en otage. Il y a plein de films, peut-être que vous avez vu certains là-dessus. Donc, quand tu es parisien, tu dis quand même, ces gens-là, c'est pas terrible de prendre en otage la piraterie au XXIe siècle, c'est quand même pas normal. Mais en fait, quand tu écoutes leur point de vue, ils disent, en fait, moi, dans mon pays, il y a la guerre civile en Somalie. Donc, à terre, c'est pas sûr. Je peux, alors, bien sûr, j'ai un bateau, je suis pêcheur, mais il n'y a plus rien à pêcher. Vous avez tout pris. En fait, des bateaux, usines, sont venus complètement pêcher tout ce qu'il y avait et il n'y a plus de ressources. Ils disent donc en fait, aller jouer les pirates, c'est pas plus dangereux que d'être à terre dans la guerre civile, ça rapporte de l'argent et puis en fait, on vient un peu se servir sur les gens qui nous ont pillés auparavant. Donc c'est vraiment deux points de vue tout à fait différents. Et en fait, c'est là où il faut, c'est trouver un compromis, faire en sorte que les pêcheurs puissent vivre de la pêche pour ne pas devenir pirates. Mais il ne faut pas pousser les gens à la faute pour ensuite protester contre la faute. Sur cette thématique-là, vous avez un film qui s'appelle Capitaine Phillips avec Tom Hanks. Vraiment, regardez-le. C'est en plein sur cette thématique-là avec des pirates somaliens qui justement justifient le fait qu'ils sont devenus pirates par le fait que des bateaux de pêche européens sont venus pêcher tout le poisson au large de leur côte et qu'ils ne peuvent plus le pêcher. Est-ce qu'on a une autre question ? Ouais, là-bas, tu t'es levé en premier. Bonjour. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la qualité d'information serait en danger avec le rachat de grands médias par des milliardaires comme par exemple Bolloré ? Clairement, enfin, quand ils rachètent des médias, c'est pas pour informer, c'est pour influencer. Donc, tu as un paysage médiatique qui fait que, à la Libération, beaucoup de journaux avaient collaboré. Enfin, tous ceux qui étaient publiés, c'est qu'ils avaient collaboré avec les Allemands. Donc en fait, les journalistes se sont révoltés et en 1944-45, la Libération, tous les journaux étaient tenus par les journalistes qui avaient créé des journaux.
Et puis au fur et à mesure, effectivement, ils ont été rachetés. Et aujourd'hui, la plupart de la presse française, qu'elle soit audiovisuelle, écrite ou radiophonique, appartiennent à ce qu'on appellerait en Russie des oligarques. Parce que ce sont des milliardaires. Tous les journaux sont aux mains de milliardaires. Bien sûr, il y a des sociétés de rédacteurs, bien sûr, il y a des résistances, mais quand les milliardaires achètent des journaux, c'est pourquoi? C'est pour avoir de l'influence. C'est pour pouvoir peser par rapport au pouvoir politique, pour pouvoir influencer l'opinion, et par exemple, que les gens commencent à croire que l'impôt sur la fortune, c'est pas bien, etc. Je me rappelle une anecdote très très ancienne. Charles Hernu était ministre de la Défense il y a très longtemps, sous Mitterrand. Et à l'époque, Lagardère, le père de l'idiot qui a ruiné ce qu'avait fait son père, qui était un marchand d'armes, qui était un génie, parce qu'il avait vraiment bien rendu l'industrie française performante, il avait racheté Europe 1. Et Charles Hernu disait, en fait, auparavant, Lagardère, industriel de l'armement, venait dans mon bureau pour obtenir quelque chose. Maintenant, c'est moi qui vais aller chez lui à Europe 1 pour communiquer. Et donc là, le fait que la presse française soit en grande partie tenue par les oligarques, là, je vais vous parler franchement, beaucoup de gens se sont réjouis que C8 qui a été n'avait plus soit plus sur la TNT, mais la chaîne, on l'a donnée à Kretinsky, qui est un milliardaire franco-tchèque, qui va pas plus faire de la bonne information. Et le média qui est indépendant n'a pas eu l'accès à TNT. Donc oui, il y a un enjeu majeur à ce que la presse, en France comme dans d'autres pays, soit rachetée par des milliardaires, parce que sans mettre... alors bien sûr, ils vous disent... J'entendais Bolloré récemment dire il faut de l'argent pour acheter les médias. Et si je n'étais pas là, le média aurait fermé. Bon, peut-être. Mais on peut quand même se dire que c'est un problème démocratique. Donc on en revient au conseil de tout à l'heure. Pour votre diète journalistique, regardez plusieurs médias pour que si jamais dans le lot, il y en a un qui peut-être est un peu influencé, vous pouvez le contrecarrer avec les autres points de vue. C'est toujours ça qu'il faut faire. Ouais, enfin, hier, j'étais à RTL hier soir, et il y avait toujours dans les radios, il y a les écrans des télévisions, parce que chacun s'informe par l'autre. Et donc, il y avait des écrans sur CNews, BFM et LCI. Ils parlaient de l'affaire Apolline, ce drame. En fait, c'était 3 types d'extrême droite. Il y avait 3 médias, c'était 3 types d'extrême droite qui parlaient. Donc, en fait, la diversité, elle n'est pas toujours là, quoi. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais, il y en a plein qui se lèvent, c'est trop bien. Je ne sais pas qui est-ce qu'elle levé en premier, mais on a le temps de faire tout le monde. Oui, je crois que c'était devant. Bonjour. J'aimerais savoir comment peut-on savoir si une information d'un réseau social est vraie? Une information? Sur un réseau social. Alors, comment je peux te répondre? Je dirais que déjà dans un premier temps, tu peux voir si d'autres personnes en parlent. Tu peux taper sur Google cette information. Et tu vas dans l'onglet Actualité et tu regardes s'il y a des médias qui te paraissent sérieux, qui en ont parlé aussi. Encore une fois, le fait qu'il y ait plusieurs médias qui en parlent, ça te permet de vérifier déjà dans un premier temps. Et après, tu peux creuser plus spécifiquement. Si c'est un sujet qui vient de se passer, il n'y aura peut-être pas eu encore beaucoup d'articles, mais voir des vidéos d'analyse, des vidéos de décryptage. Je dirais que c'est vraiment le réflexe à avoir. C'est si tu cherches une info, tu tapes sur Google, dans l'onglet Actualité. Et c'est vraiment déjà le premier réflexe à faire et c'est très bien. Ensuite, deuxièmement, tu peux regarder sur... ça dépend qui est-ce qui présente l'information sur les réseaux sociaux. Mais parfois, ils te disent je t'ai mis dans la source toutes les sources. Je t'ai mis dans la description toutes les sources de ce que je te dis. Et tu peux déjà voir et tu peux voir si sa source, c'est un article ou si c'est 4-5, c'est plusieurs livres. Faut toujours avoir ce réflexe de dire ok, peut-être que ce qu'il dit c'est vrai, peut-être que c'est pas complètement vrai, peut-être que c'est complètement faux, je ne sais pas. Donc l'information, je vais en 2 secondes la retrouver sur Internet autrement. Voilà. Et puis tu peux voir les commentaires. Quelqu'un qui va te dire la Terre est plate, il y a des gens qui vont dire non, en fait elle est ronde. Donc tu as aussi les commentaires, la contradiction. Une fois encore, c'est dans la diversité des approches. Et puis il ne faut pas aller que sur un seul réseau. Enfin, je veux dire, les réseaux sociaux, tu peux aller sur un seul réseau, mais tu peux aller voir plusieurs personnes, plusieurs youtubeurs, plusieurs émetteurs d'informations pour comparer un peu. Il faut toujours comparer.
si tu veux ne pas être prisonnier d'une seule source, il faut toujours comparer. Et en fait, c'est assez simple parce qu'il y a tellement un flot d'informations que tu peux toujours comparer et avoir plusieurs sources. J'avais oublié, oui. Effectivement, les commentaires peuvent être un premier indice. Si tu scrolles sur les 5-6 premiers commentaires, en général, tu as toujours quelqu'un qui dit « Attention, cette vidéo, c'est un fake ». Ça ne veut pas forcément dire non plus que cette personne-là a forcément raison, mais déjà, ça peut te dire « Ok, il y a peut-être cet indice-là qu'il faut que je regarde ». Et donc, dans ta vérification, après, tu peux avoir des infos. Pareil, dans les types de fake news que vous pouvez avoir, vous pouvez par exemple avoir une vidéo avec quelqu'un qui dit « Regardez ce qui se passe à Gaza en ce moment ». Et en fait, la vidéo a peut-être réellement été tournée à Gaza, mais pas en 2024, en 2022. Et quelqu'un peut te dire dans les commentaires, ok, attention, cette vidéo, elle date, je l'ai trouvée sur un autre compte, elle date d'une autre. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est faux, mais ça veut dire que c'est faux parce que c'est pas dans le bon contexte. Voilà. Donc tout ça, c'est des petits tips qui peuvent t'aider à. Et donc tu vois que ça prend quand même un effort d'aller chercher cette information. Ça te prend pas longtemps, mais si tu restes passif, tu peux te faire avoir. Si tu es un petit peu actif, en général, tu arrives à débunker ça rapidement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, au fond, là, il y en a plein. Donc, ma question, ce serait un peu pour revenir sur les médias. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les médias seraient potentiellement donc, une source d'ingérence, aussi bien en termes national, donc avec justement ces sortes d'oligarques qui financent et orientent les médias, ou même source d'ingérence étrangère qui pourrait finalement malmener les informations et finalement biaiser notre compréhension du monde? Alors, il faut savoir que les fake news, quand vous entendez le mot fake news, il est horrible parce qu'en fait, c'est comme si je disais c'est un mensonge. Mais en fait, tu peux mentir en disant un tout petit truc ou mentir sur toute la ligne en ayant pipoté tout le monde. Donc en fait, le mot fake news, il n'est pas très précis. Mais effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qu'on observe, c'est que tu as des acteurs qui réellement se disent « je vais créer un contenu volontairement faux parce que ma finalité, c'est de tromper les gens ». Ils peuvent tromper les gens pour différentes raisons. Ça peut être parfois parce que juste ils veulent que tu cliques sur la vidéo parce que en faisant une fausse vidéo, ça attire l'œil et donc tu vas cliquer et lui il va gagner de l'argent. Ça peut juste être ça. Il te trompe pour de l'argent. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe aussi, c'est des pays étrangers qui volontairement vont créer du faux contenu pour orienter les populations. Ça peut être pour orienter la France, ça peut être pour orienter leur population à eux. Dans le cas de la Russie, là, il y a eu beaucoup d'exemples récemment. Il y a eu des vidéos avec un soldat russe qui s'est fait passer pour un Français. Donc il parlait en français dans une vidéo avec un accent à couper au couteau russe. Et cette vidéo, l'objectif de cette vidéo, c'était de tromper les Russes et qui pensent que réellement la France avait envoyé des soldats en Ukraine. Donc ça, c'est une manière de tromper. Il y a aussi d'autres vidéos où ils ont, avant les JO, pour décrédibiliser la France, ils ont fait des faux reportages où ils ont dit « Regardez, ces femmes françaises ne peuvent plus accoucher dans les hôpitaux à cause de la mauvaise gestion des Jeux Olympiques ». Et ils ont mis un logo je crois que c'était LCI ou un logo du Monde. Et ils se sont dit « C'est un faux reportage et on va le faire passer pour un vrai ». Et là, le but, c'était pas de tromper les Russes, c'était de tromper les Français, mais aussi tromper effectivement un peu l'international. C'était dégrattiner le prestige, on va dire, ou l'image de marque française. Donc voilà, je suis désolé si je suis un peu parti dans plein d'exemples qui étaient peut-être un peu différents de ta question, mais pour dire tout ça que la question de l'ingérence étrangère et des fake news, aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que quand vous faites un tour sur les réseaux sociaux, il faut que vous ayez en tête que sur les 160 vidéos que vous allez voir, il est possible que vous en voyez 2 ou 3 qui sont peut-être volontairement fausses. Donc il faut le garder en tête et il faut dire qu'aujourd'hui, il faut d'en être conscient, c'est déjà une manière de mieux se protéger. Donc je ne sais pas si je réponds complètement à ta question. Je sais pas si Pascal avait autre chose. Non, mais je n'ai rien ajouté à ce que tu as dit. Okay. Est-ce que ça répond à ta question un petit peu? Top. Alors, oui, il y avait des questions au fond. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que l'information en général, elle est mise en danger parce qu'il y a plus de chaînes d'opinion que de chaînes d'information?
Alors, je trouve que c'est une très bonne question que tu poses, mais même je le vois sur les réseaux sociaux. C'est difficile. Comment dire, on est soumis à tellement de contenu que c'est difficile de savoir si ça va être un billet d'opinion ou plutôt un point de vue où il y a une vraie volonté, bonne foi journalistique derrière. C'est rassurant quand tu vois par exemple des vidéos du Monde sur TikTok, tu sais globalement que ça ne va pas être un billet d'opinion, a priori. Mais encore une fois, c'est en regardant le contenu en entier et en le comparant à d'autres. Moi, je dois avouer que de mon expérience personnelle des réseaux sociaux, j'ai vu émerger énormément de billets d'opinion, de vidéos avec un point de vue partisan, où l'objectif c'est de faire présenter une réalité pour que les gens adhèrent à cette réalité. Je dois avouer moi personnellement que c'est mon ressenti personnel, j'en vois passer beaucoup plus qu'avant. Mais par exemple dans mon travail personnel, j'essaye au contraire de ne pas faire ça. Moi, ce que je veux, c'est faire un travail plus journalistique, où je prends le temps de présenter les différents points de vue, parce que ma finalité à moi, c'est d'essayer au maximum que les gens aient un petit peu une meilleure compréhension sur ces sujets, et pas, ou du moins le moins possible, de les orienter sur un point de vue. Donc moi, mon ressenti personnel, c'est plus, oui, il y a eu une grosse émergence de ce genre de contenu-là, très assumé, avec un point de vue très orienté. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il n'y avait qu'une chaîne d'information, c'était la 1. Il n'y en avait qu'une, c'était l'ORTF. Après, il y a eu la 2, la 3, Mitterrand a créé la 4, et puis maintenant, il y a une multiplication. Ce sont des chaînes d'information, l'opinion, c'est les deux en même temps. Parce que tu as plein de débats, après, il faut savoir qui choisit les débatteurs. Et en fait, souvent, les journalistes vont inviter des gens qui pensent comme eux. En fait, ils vont inviter des gens qui... Alors, certains essayent d'éclairer l'opinion en invitant des avis divers, d'autres vont dire, lui, il est d'accord, je suis d'accord avec ce qu'il pense, donc c'est intéressant, je vais l'inviter. Et par rapport à ça, l'antidote. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de chaînes, mais grosso modo, quand même, elles disent à peu près la même chose. Il y a un discours occidental sur les relations internationales. Il y a un discours... Bon. Alors, si tu veux un antidote à ça, il faut aller sur les médias alternatifs. Sur Arrêt sur Image, là, ça c'est payant sur Internet, où tu as deux médias gratuits, Blast et le Média, qui ont des émissions de critique des médias, qui sont souvent très drôles d'ailleurs, parce que c'est un peu comme Quotidien, mais le Quotidien lui-même est très orienté politiquement. Quotidien, sur Quotidien, tu n'entendras jamais quelque chose critique sur Israël. Jamais. Et par contre, ils vont faire rigoler sur la France Insoumise, sur le RN. Et donc, il y a deux émissions que je vous conseille d'aller voir pour ces Rhinocéros sur Blast et L'œil de Moumou sur le Média, qui est une critique dont ils prennent des informations qui sont passées sur les chaînes d'information pour montrer en quoi c'est faux ou en quoi on a... il y a un exemple très célèbre qui est... Rutel Krief avait dit « c'est scandaleux, Amnesty International, la Croix-Rouge, ils font des communiqués pour les bombardements de Gaza, mais ils ne disent rien sur les otages israéliens. » Et en fait, c'était faux, parce que Amnesty International a sorti la liste des communiqués où il demandait la libération immédiate des otages. Et donc, c'est les chaînes alternatives qui montrent ça. Et après, oui, ce que je dis est faux, mais c'est vrai quand même. Ce qui est quand même, d'ailleurs, un peu une sorte de sommet de la mauvaise foi. Donc, de temps en temps, il faut aller voir les émissions critiques, qui sont d'ailleurs un peu, finalement, ça oblige aussi les médias à ne pas trop raconter n'importe quoi pour ne pas être pris la main dans le sac. Bonjour, je voulais savoir sur quels critères vous vous basez pour choisir vos sujets, et comment vous trouvez les informations. Super question. Je commence. Vas-y. Alors, moi déjà, comment je choisis un sujet? Donc, déjà, de 1, c'est est-ce que ce sujet m'intéresse personnellement? Parce qu'en fait, je sais que je suis tout seul, je ne peux pas traiter de tout. Et il y a des sujets sur lesquels je sens que je peux apporter quelque chose un peu différent, et d'autres non. Par exemple, un sujet sur les paradis fiscaux, personnellement, je sais que je traiterai peut-être jamais, parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse et c'est pas un sujet sur lequel je sais que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Par exemple, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, il y a eu plein de médias qui se sont dit « Oh là là, mais regardez, il y a le début de la guerre » et tout le monde en a parlé. Et moi, je dois avouer que je ne connaissais pas bien ce pays au moment du début de la guerre, et donc j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai attendu plusieurs mois, je me suis informé. Donc déjà, premier critère, est-ce que moi, personnellement, en tant que Gilda, je peux apporter quelque chose?
Deuxièmement, si ça nécessite d'aller sur le terrain, est-ce que je peux aller voir cette réalité? Parce que rentrer dans un cartel, ça ne se fait pas facilement. Là, j'ai eu la chance de suivre donc, le président de la République en janvier pour rencontrer le chef d'État indien. Bah, pareil, si tu n'es pas invité ou que tu n'as pas réussi à avoir l'accès, bah, ça va être compliqué de faire un sujet sur ça. Donc, premièrement, est-ce que j'ai quelque chose à apporter? Deuxièmement, est-ce que je peux aller sur place? Par exemple, un sujet sur la dissuasion nucléaire à bord du porte-avions Charles de Gaulle. J'ai décidé ce sujet-là parce que l'armée m'a proposé, m'a dit, écoute, on aime beaucoup ce que tu fais, on aime bien la manière dont tu vulgarises les sujets. Est-ce que tu serais chaud si on te donne un accès? Est-ce qu'il y aura un sujet qui te donnerait envie à bord? Et troisièmement, est-ce que j'ai l'argent pour le faire? Je regarde mon compte bancaire, est-ce que j'ai suffisamment de thunes pour y aller? Ou est-ce que je suis à sec et ça... Parce qu'il y a des projets qui coûtent cher. Les sujets sur les migrations, par exemple, c'est des sujets qui prennent beaucoup de temps, qui sont longs. Il faut beaucoup se déplacer. Et aller sur place dans des familles, parfois, il faut passer par ce qu'on appelle des fixeurs, qui sont des journalistes locaux ou bien des personnes sur place qui connaissent bien ces familles et qui peuvent te faire rentrer. Et quatrièmement, est-ce que c'est sécurisé? Typiquement, tu vois, la plupart des sujets que je fais sont tout à fait safe et il n'y a pas de problème pour moi. Il y a quand même eu 2 reportages sur lesquels j'ai un peu plus fait attention à la sécurité. Moi, je ne suis pas du tout reporter de guerre, mais quand tu vas dans un cartel ou que tu vas en RDC, donc dans la région du Kivu, où j'ai pu faire un sujet là-bas, tu es en ligne de front. Il y a des seigneurs de guerre pas loin. Il peut y avoir des raquettes, il peut y avoir des vols, il peut y avoir certaines choses. Est-ce que je peux me prémunir de ça? Est-ce que je peux partir avec un copain? C'est ce que j'ai fait en l'occurrence. Je suis parti avec un copain qui bosse chez Brut, qui s'appelle Charles Villa, qui lui est reporter de guerre. Et on est parti à 2 justement pour cet aspect de sécurité. Et une fois que j'ai ces 4 aspects-là qui sont cochés, je vais regarder plein de trucs sur Internet, à la télé, dans les bouquins. Comment est-ce que ces sujets-là sont déjà traités? Est-ce que moi je peux apporter quelque chose d'un peu différent pour pas refaire quelque chose qui existe déjà? Et vraiment, moi, c'est comme ça ma manière de procéder. Et ensuite, je regarde toutes les sources disponibles. Et puis après, c'est parti. Je regarde, je potasse. Je pars sur le terrain, j'interviewe des experts. Et puis, je fais mon montage final en faisant un peu vérifier par d'autres copains qui travaillent en géopolitique. Donc, en gros, voilà, tu as tout le processus. Et voilà, en gros, moi, personnellement, comment je choisis les sujets. Alors, j'ai une différence avec Gildas. Moi, je ne fais pas de reportage. Donc, je ne fais pas des sujets comme lui qui nécessitent un déplacement, etc. Je me déplace. Je suis à peu près 1 semaine par mois à l'étranger, mais plutôt dans des conférences, des colloques, des échanges, etc. J'ai 2 types de vidéos. Des vidéos d'actualité sur les événements du jour ou des vidéos plus pédagogiques qui mettent un peu plus de temps, où on met du contenu, on met des cartes, mais c'est plus cher, effectivement. Il faut payer quelqu'un, donc on n'en fait pas beaucoup. Et par rapport aux vidéos d'actualité, j'ai chaque semaine un invité extérieur avec lequel je parle pendant 25 minutes, je cuisine un peu sur l'actualité. Là, on vient de mettre hier Védrine. La semaine dernière, c'était un Chinois sur la Chine, etc., où je réagis aux événements. Quand je fais une vidéo, je n'ai pas besoin de me documenter. J'ai déjà, comme je ne fais pas de reportage, je le fais par rapport à mes connaissances. Et donc, je décide de faire une vidéo là-dessus, sur le Liban, sur la Russie, sur le sommet des BRICS, mais généralement, je n'ai pas besoin... si c'est une vidéo pédagogique, là, je vais plutôt me documenter pour vraiment être complet. Et après, comment... Parce que ce qui est dans ta question, c'est comment on a accès à l'information, comment on s'informe que l'on fasse une vidéo. Il y a en fait une information courte, une information longue. Une information de quoi j'ai besoin pour faire ma vidéo. Et après, et là, j'ai besoin tout de suite parce que je fais la vidéo cet après-midi ou demain. Et après, il y a comment je me renseigne, comment je m'informe depuis longtemps pour pouvoir le jour J être prêt à faire une vidéo sans avoir à la préparer. C'est pas. Mais en fait, comment tu as l'information sur les questions internationales? Tu as la presse déjà. Auparavant, tu lisais qu'un journal. Maintenant, tu as... moi, je lis... Enfin, je lis pas en entier, mais je parcours 7-8 quotidiens par jour, 2-3 hebdos par semaine. Je lis 2 bouquins par semaine. Bon, ça, c'est pour faire la base de ta... Bon. Et puis après, tu as les rencontres, les visiteurs de passage qui viennent te voir, les échanges comme ceux-là qui te permettent de connaître des choses. Et puis, quand tu pars à l'étranger, c'est un échange. Tu fais une conférence, tu vas à un colloque et tu écoutes ce que disent les gens. Et donc, tu dis, ah bah oui, tiens, en Corée, ils pensent ça, c'est différent, etc. Donc, c'est aussi des échanges. Et puis aussi, en te baladant sur Internet, parce qu'il y a des trucs pas bien, mais il y a souvent des petites pépites que tu dis, ah bah tiens, ça, j'y avais pas pensé. Tu as des sites comme Foreign Affairs, The Economist, qui sont pleins de bonnes informations. Donc, faut, en fait,
il faut lancer beaucoup de filets pour amener quelques poissons. Et donc, il faut que ça soit le plus divers possible. Et Pascal me fait... Mais pardon, juste, parce que votre génération, vous lisez pas de bouquins. Vous lisez très peu de bouquins. Si? Ouais? Quel est le dernier bouquin que tu as lu? Toi, tu dis oui. Quel est le dernier livre que tu as lu? Bon, d'accord. Mais il faut aussi lire des essais, il faut aussi lire des livres qui font réfléchir. Mais donc, c'est bien si vous lisez des bouquins, ça prouve que ça change. Et c'est vrai que les bouquins pédagogiques ont du succès. Mais il ne faut jamais... tu as l'information courte et l'information longue. L'information courte, c'est ce qu'il y a dans la presse. Tu as la nouvelle du jour. Et le bouquin te donne un recul sur les événements parce que c'est plus long, parce que ce n'est pas l'actualité immédiate. Donc, il faut aussi les modes d'acquisition de l'information, il faut les diversifier également. Et Pascal me fait penser à un dernier point sur cette question. Quand tu es youtubeur et que tu fais des vidéos, tu te poses aussi la question, est-ce que le sujet va plaire? Est-ce que les gens vont regarder? Parce que l'air de rien, c'est la question que se posent tous les médias. C'est comme dire, je suis boulanger, si je fais une baguette, je suis à peu près sûr que les gens vont acheter parce qu'ils veulent les baguettes. Mais si tu inventes un truc dans ton coin, tu n'es pas forcément sûr. Donc il faut quand même être sûr que ta vidéo va être un petit peu regardée. Et même si beaucoup de journalistes s'en cachent parce que c'est pas très glorieux de dire oui, je fais aussi des choix en fonction de si les gens vont regarder. Ce qui sous-entend un petit peu que du coup tu t'intéresses pas à des choses qui peuvent être importantes mais que les gens ne demandent pas. C'est vrai qu'on est quand même tenu un peu par ça parce que si tu fais une vidéo, ça te prend 3 mois et qu'il y a 10 personnes qui la voient, tu ne peux pas vivre en fait de cette activité. Donc tu es obligé parfois de faire un peu des choix où je fais une vidéo où je sais que ça va bien marcher, le narcotrafic ça marche toujours bien, et à côté je peux faire un sujet sur l'extrême pauvreté qui va moins bien marcher parce que c'est un sujet peut-être qui passionne un peu moins ou qui fait un peu plus, qui fait attrait à moins de choses qui nous donnent envie de regarder. Typiquement tu vois c'est là où moi j'ai beaucoup de chance en tant que youtubeur et reporter, c'est que je choisis le sujet que je veux. Forcément, je vais quand même essayer de faire en sorte que ça plaise au maximum de gens, mais j'ai personne au-dessus de moi, j'ai pas un rédacteur en chef qui me dit « Ah non Gilda, si tu pars en Thaïlande, c'est pour tel sujet et sur tel angle parce que moi je sais ce que les gens veulent, et toi même si tu veux autre chose, tu feras pas autre chose, tu fais cet angle-là. » Moi j'ai cette chance-là de pouvoir vraiment prendre l'angle qui m'intéresse le plus. Mais il faudra toujours que je fasse un travail derrière pour essayer de le rendre le plus attractif possible parce que, on va pas se mentir, il y a tellement de concurrence sur les réseaux qu'il faut que ton sujet il soit un peu attractif. Donc ça, c'est aussi un autre point sur lequel on réfléchit quand on choisit un sujet. C'était une très bonne question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Par là-bas, il n'y a pas eu beaucoup de mains levées. Ouais. Déjà, avant tout, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas une question d'un collégien ou d'un lycéen, mais moi, j'ai décidé d'accompagner les jeunes depuis maintenant quelques années. Et je vais vous dire comment c'est arrivé, parce que j'ai lu un article d'Alain Bettolila qui avait parlé d'inégalité linguistique, de certains jeunes qui ont dans leur, on va dire, dans leur valise entre 350 et 400 mots, et de l'autre côté de la périphérie, c'est comme ça qu'était écrit cet article, je résume, les mêmes jeunes, le même niveau, le même âge, ils avaient entre 1500, 1600, 1700. Je me suis dit que c'est un métier que je vais faire parce que l'accès à la langue française, c'est quelque chose d'important pour pouvoir dire, pour pouvoir lire, pour pouvoir comprendre. Du coup, là, en ce moment, on est un petit peu perdu quand on accompagne des jeunes, peu importe où, à l'école ou dans les structures jeunesse, quand on est éducateur, quand on a envie de leur donner les outils. Et comme vous avez dit tout à l'heure, à un certain moment, supposons même que des jeunes viennent tous les jours et qui te disent cette source, je l'ai vérifiée, elle est vérifiable. Parce que j'ai été chercher un peu partout. Et tous les jours, je vais donner un exemple juste par exemple, parce que tout à l'heure vous avez parlé de ce qui se passe à Gaza, eh ben, ils sont vérifiables, tous les jours. Que faire face à ça? Que faire face à ça? Parce qu'à un certain moment, quand on essaye de leur dire il faut avoir l'accès au savoir, à l'information, il faut essayer de décrypter, c'est aussi une question de rapport à la langue française. Et on voit très bien que maintenant tout se fait par l'image. Tout se fait par l'image. Et quand vous parlez de la lecture, moi je peux vous le garantir qu'il y a de moins en moins de jeunes qui lisent des livres par exemple que moi je considère comme notre patrimoine. On y a droit, c'est même pas un devoir de les lire, on y a droit pour pouvoir comprendre, avoir les outils pour comprendre le monde. Et parfois on est perdu face à des jeunes qui vont venir et qui sont pas là juste parce que leur subjectivité leur demande de s'inscrire dans un combat ou dans un autre, c'est parce qu'ils sont pris par une injustice qu'ils n'arrivent pas à verbaliser. Mais que faire?
Que faire pour continuer à les accompagner face à tout ça, face à ces médias qui ont une ligne éditorialiste, face à ces gens-là qui sont invités, qui sont tous d'accord sur un sujet, pratiquement toutes les chaînes, que faire? Voilà, merci. Faut résister en diversifiant. On n'est pas obligé de regarder CNews, personne ne vous force à regarder CNews. Et donc il y a des gens, enfin ça, des fois tu tombes sur quelqu'un qui dit oh, c'est vraiment pas bien ce qu'il y a, et puis il dit mais quand tu regardes, ah bah comme ça, bon donc, et puis je veux dire, quand les gens arrêteront de regarder ça, ils changeront leur modèle. On n'est pas obligé de regarder ce qui nous plaît pas de façon permanente, et puis surtout, une fois encore, on peut aussi, les réseaux sociaux sont, vous êtes tous sur les réseaux sociaux, donc vous n'êtes pas uniquement passif. Vous pouvez exprimer votre opinion. Ce qui se passe là n'est pas supportable. Et donc, s'exprimer. Moi, je vous engage, les uns et les autres, à donner votre opinion, à vous la former, à vous la donner. Vous êtes des citoyens. Vous êtes des citoyens. Certains d'entre vous, peut-être, votent déjà. D'autres vont voter bientôt. Et donc, vous n'êtes pas uniquement passif à recevoir, de la part de spécialistes comme Gildas et moi, cela. Vous recevez, mais vous émettez aussi. Et les nouvelles technologies ont cassé le monopole de l'information des gouvernements. Alors, ils ont un peu remis dans les mains des GAFAM aussi, mais enfin, il y a une façon de s'en extraire, et donc moi, j'invite les gens qui ne sont pas d'accord avec quelque chose de le dire, de s'exprimer, et les adultes comme vous qui sont aussi là pour canaliser l'expression, pour servir un peu de filtre, de conseil, de mettre un peu le doute, de guider, d'éviter les choses excessives, etc. Et c'est comme ça, c'est votre société. Vous allez vivre dedans pendant 60 ou 70 ans. Donc ne la laissez pas se façonner sans vous. C'est à vous de façonner la société dans laquelle vous allez vivre. Et je pense qu'il peut y avoir deux choses qui peuvent aider. C'est former à l'esprit critique les jeunes sur comment est-ce qu'ils peuvent globalement se faire avoir sur des arguments fallacieux, sur des mauvaises informations. Et deuxièmement, les rediriger. Il y a beaucoup de choses qui émergent grâce à Internet vers des vulgarisateurs. Ça peut être des vulgarisateurs littéraires, ça peut être des coachs en éloquence qu'on peut trouver sur Internet, ça peut être des gens qui sont tellement passionnés par des thématiques liées au journalisme qu'ils le vulgarisent derrière. Il y a beaucoup de ressources gratuites qui peuvent avoir accès dans leur lit le soir sur leur téléphone, qui leur donnent des billes pour s'améliorer sur tous ces aspects-là. Je pense que c'est les deux meilleurs bagages qu'on peut leur donner pour s'accaparer le monde par eux-mêmes par la suite, je pense. Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce qu'on a encore du temps pour une question? 15 heures, oui, on a le temps. Là-bas, on a une main qui vient de se lever vite. Pour rebondir à la question sur le rachat des grands médias par des milliardaires, que pensez-vous des applications comme X, payées par Elon Musk, qui diffusent des publications et ayant des commentaires ayant la montée des extrêmes et ayant des publications assez libérales, sachant que cette application a été bannie par plusieurs pays, comme le Brésil. J'aimerais avoir votre réponse. Alors, je trouve que je suis un peu schizophrène sur cette question parce que d'un côté, moi, le boulot que je fais, le boulot de mes rêves aujourd'hui, je l'ai commencé à un moment où je ne connaissais presque rien de géopolitique. Donc si quelqu'un m'avait dit « Non, tu n'as pas le droit de parole parce que tout le monde, les gens ne doivent s'exprimer que sur des choses qu'ils connaissent vraiment », et ben moi, je n'aurais pas pu faire ce boulot, je n'aurais pas pu m'intéresser et avoir aujourd'hui les connaissances que j'ai sur ces sujets-là. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher quand je vois sur Twitter, enfin X aujourd'hui, des gens qui prennent la parole sur des sujets où on voit qu'ils ne le maîtrisent pas. Donc je suis un peu schizophrène parce que d'un côté, je me dis ça peut être génial parce que ça donne la possibilité à tout le monde de s'accaparer ces sujets et de le faire sérieusement et du coup de tendre vers une amélioration. Mais en même temps, ça permet aussi à n'importe qui de pouvoir... Moi, par exemple, si tu me demandes mon avis sur des sujets médicaux liés au Covid, ne prenez surtout pas mon avis en compte parce que je n'y connais rien personnellement, je ne suis pas expert du tout. Et pourtant, j'en ai la possibilité sur Twitter. Je pourrais mettre n'importe quoi comme truc. Et parce que j'ai une audience qui me suit un petit peu sur certaines plateformes, je pourrais balancer un énorme mytho là-dessus.
et je sais que j'aurais pu propager quelque chose de faux. Donc je dois avouer que je suis un peu... ce modèle-là, je ne sais pas trop comment me positionner, parce qu'à la fois ça peut faire émerger des trucs très bons, et à la fois aussi des comportements qui sont pas bons. Donc peut-être encore une fois que la clé de tout ça, c'est l'éducation. Et autre chose par contre sur lequel je trouve que j'ai du mal à me positionner, c'est que YouTube me rémunère un petit peu sur le nombre de vues que je fais. C'est-à-dire que je gagne un petit peu d'argent grâce à YouTube. Donc je peux faire ce boulot en partie parce que YouTube me reverse de l'argent. Mais sur Twitter, par exemple, les gens qui avaient des comptes et qui mettaient des posts n'étaient pas rémunérés. Même s'ils avaient des très grosses audiences, ils n'étaient pas rémunérés. Et par souci de justice, certainement, et même par aspect un peu économique, aujourd'hui sur X, des créateurs peuvent gagner de l'argent en fonction du nombre de gens qui vont liker vos posts, en fonction du nombre de gens qui vont interagir avec votre post. Et c'est là où c'est problématique, c'est que plus tu racontes des trucs qui sont extrêmes ou des trucs qui sont hyper clivants ou pardon, j'arrête pas de postillonner, je suis désolé, ou même des trucs volontairement mensongers parce que derrière il y a plein de gens qui vont commenter. Et le fait qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent et que ça les pousse à travestir des propos, ça je trouve ça très dangereux. Mais encore une fois, c'est là où moi je suis très chanceux, c'est que d'autres plateformes, Twitter rémunère sous cette forme-là, mais YouTube rémunère aussi sur le fait que je fasse des vidéos. Et donc j'ai moi-même accès à ce bénéfice-là. Donc encore une fois, la clé, c'est l'éducation, parce que qu'est-ce qui moi me retient de mettre des mensonges dans mes vidéos, enfin des mensonges, vrais mensonges volontaires, je veux dire. C'est cet aspect de vouloir bien faire, cet aspect de vouloir durer dans le temps et donc de me faire une crédibilité. Donc voilà, c'est pour ça que la question est très pertinente, mais un peu complexe à répondre, parce que d'interdire à tout le monde de donner son point de vue, ça peut être très dangereux, mais en même temps de le donner à tout le monde et d'accepter qu'il y ait des gens qui volontairement vont donner des points de vue extrêmes, polémiques pour le fait d'être polémique, ça peut aussi être dangereux. Donc en fait, encore une fois, le mieux, c'est peut-être de l'ouvrir à tout le monde, mais d'éduquer tout le monde à attention à ce que vous faites, attention à comment vous le faites. Et voilà, ce serait un peu mon point de vue, et j'espère répondre à ta question. Sur X, à la fois Elon Musk, effectivement, est un grand perturbateur, mais en même temps, chacun reste libre de s'y exprimer. Et donc, moi, j'en bénéficie parce que c'est vrai que j'ai une audience sur X que je cultive et qui me permet de m'exprimer. Et donc, je trouve qu'au global, quand même, ça serait dommage que ça n'existe pas. Alors, effectivement, X doit respecter certaines règles. Et comme tu l'as dit, au Brésil, ils ont décidé, vous ne respectez pas les règles nationales, on vous interdit. C'était une victoire. C'était une victoire du Brésil. Et c'était très positif parce que les GAFAM se croient tout permis. Et là, il y a un État, alors ce n'est pas n'importe quel État, c'est quand même un État assez grand. Et du coup, Elon Musk a dû céder devant Lula, ce qui est une victoire démocratique. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonjour, on a parlé de des opinions, de la liberté d'expression, etc. Mais il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, c'est la montée des extrêmes, que ce soit dans les médias, mais aussi dans les États, et cette relation média-État qui pourrait en résulter. Et on a aussi, d'ailleurs en ce moment, même, j'ai envie de dire, une déflagration de propos faux et violents de la part des représentants des États ou de certains États. Et ce rapport de la montée des extrêmes qui apparaît entre donc cette relation entre État, désinformation et médias. Je voudrais savoir votre avis, s'il vous plaît. Oui, la montée des extrêmes, on la constate dans tous les pays européens, c'est clair. Et je ne suis pas sûr que les événements récents en France viennent contrecarrer cette ascension. Ensuite, les États, ils font de la diplomatie publique, ils vont essayer effectivement de communiquer, et souvent de communiquer à leur avantage et de travestir. C'est que quand on a le porte-parole de quelqu'un, le porte-parole, il ne vient pas dire la vérité, il vient communiquer, il vient plaider. Il vient plaider comme un avocat plaide pour son client. L'avocat qui plaide pour son client ne va pas donner des éléments négatifs. Mais en fait, tu sais que tu traduis de toi-même. C'est que tu sais quand c'est l'ambassadeur de Russie qui parle, tu décodes du fait qu'il parle comme ambassadeur de Russie. Ce qui est plus dangereux, c'est quand quelqu'un se dit expert,
mais qu'il prend le parti d'un État. Là, c'est un peu triché sur les bords. Mais ensuite, quand tu commences à avoir un peu d'expérience, tu décodes de toi-même. Tu décodes de toi-même et tu ne vas pas attendre de l'ancien de Russie qui va défendre un point de vue américain, et tu n'attends pas, quand c'est le représentant du département d'État, tu sais à peu près à l'avance ce qu'il va dire. Donc en fait, très souvent, tu passes à autre chose, quoi. Donc, et ensuite, une fois encore, on en revient au même système, c'est comparer, décrypter, mettre en concurrence les expressions. C'est-à-dire que si tu as entendu le porte-parole du ministère russe, bah, tu vas écouter ce que dit l'Ukrainien. Enfin, généralement, les deux mentent d'ailleurs, enfin bon, mais les deux exagèrent dans leur sens. Mais tu te fais après ton opinion et tu écoutes une troisième avis. Ce qui est perturbant, c'est par exemple Donald Trump, là récemment encore, qui prend des positions aussi volontairement fausses, et de se dire je m'en fous, de toute façon, entre guillemets, il va un peu rien m'arriver derrière. Ça, je trouve ça assez taré, parce que tu t'attends quand même de chef d'État une sorte de rigueur intellectuelle, et en fait c'est là où tu te rends compte que pour certaines personnes cette barrière elle a été passée, et ils sont juste dans un calcul politique de si je dis ça, il y a des gens qui vont adhérer à ce que je dis ou qui vont adorer le fait que je sois un peu subversif, et je dois avouer que ça c'est assez perturbant, surtout quand ça vient de la première puissance mondiale, de te dire que ça a lieu, quoi. Donc ce truc-là, et moi personnellement, que ce soit presque toléré. J'anticipe une question sur le complotisme. On dit beaucoup il y a du complotisme, etc. Les gens racontent n'importe quoi. Mais le complotisme est souvent l'effet des mensonges d'État. Quand tu as le président des États-Unis qui te dit qu'il y a des armes nucléaires en Irak et que du coup il faut aller faire la guerre en Irak pour empêcher l'Irak de bombarder avec des armes nucléaires les autres pays, bah après tu vas dire oui, lui il a dit ça, donc tu mets en doute la parole. Et donc si on veut lutter contre le complotisme, c'est la transparence. Et par rapport, il y a beaucoup de sites anti-complotistes qui se sont développés. Le danger, ça serait de pouvoir empêcher la critique des États. Et souvent, tu as des gens qui disent moi je dénonce le complotisme, mais en fait, il faut rester critique par rapport au discours étatique des gouvernements. Ça ne veut pas dire accepter des mensonges contre eux, mais quand ils mentent, quand Poutine dit qu'on va dénazifier l'Ukraine, bah il ment, parce que l'Ukraine n'était pas un pays nazi. Et quand Bush dit on va débarrasser merci, l'Irak de ses armes nucléaires parce que la sécurité sinon du Proche-Orient est en jeu, bah il ment. Et donc après, on va en avoir tendance à moins croire ce que disent les Américains. Est-ce qu'on a une petite dernière question par ici? Oui, là-bas. Après, tu nous as posé. Oui, on a par ici. J'aimerais revenir sur les propos qui ont été énoncés précédemment. Donc, vous nous avez parlé d'un monde globalisé aujourd'hui. Seulement, est-ce que ce monde globalisé pourrait perdre en paix, j'ai envie de dire, face au régime totalitaire, ou à la montée des régimes totalitaires, ou même des idées, j'ai envie de dire, fascistes, même si il est problématique, avec l'exemple de la Chine, de la Russie, ou même de la montée en puissance du fascisme en Allemagne avec l'AfD, ou en France avec le RN aujourd'hui. Bah en fait, c'est une illusion de penser que les démocraties font la paix et que les dictatures font la guerre. Beaucoup de guerres ont été lancées par des démocraties. Israël est une démocratie et il lance une guerre contre le Liban, qui est aussi une démocratie par ailleurs, même si elle est compliquée. La guerre d'Irak en 2003, c'est lancée par la démocratie américaine contre la dictature irakienne. La guerre du Kosovo en 1999, ce sont les 18 démocraties de l'OTAN qui lancent une guerre contre le régime autoritaire de Milosevic. Donc en fait, c'est un mythe de dire que les régimes démocratiques font la paix. Le Chili de Pinochet n'a jamais fait de guerre contre un autre pays. Donc voilà, la Chine ne va pas forcément faire la guerre à ses voisins. Elle peut peser, etc. Donc il n'y a pas un clivage dictature-guerre, démocratie-paix, c'est autre chose. C'est vraiment en fonction d'intérêt. Et du coup, pour conclure, parce que les États-Unis disent, bon, nous, on est une démocratie, la Chine est un pays autoritaire, totalitaire, dictatorial, et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Ben, c'est faux. C'est faux.
Parce que la Chine n'a jamais été une démocratie. Et auparavant, les États-Unis étaient très contents que la Chine existe. Et bon, quand Nixon va voir Mao en 72, la Chine n'est pas une démocratie. Et quand Clinton dit qu'il y a un partenariat constructif avec la Chine, c'est juste après Tiananmen. Ce qui a changé, c'est que la Chine, qui était une dictature, l'est restée, mais c'est un pays qui concurrence désormais les États-Unis, d'où l'argument des droits de l'homme, qui n'a pas changé, mais qui n'était pas utilisé auparavant, qui est utilisé maintenant. Je pense qu'on va devoir prendre la dernière. Ah, tu dois filer. Ok. Bon, allez, rapidement malheureusement parce que le temps a tourné. Oui, juste devant là. Juste là, oui. Merci. C'est juste, j'ai une question toute simple pour la fin. Quelles sont les principales tensions géopolitiques dans le monde ? On avait dit question toute simple. Je rigole. Ah, si, c'est simple. C'est Russie-Ukraine et Israël, Gaza, Hezbollah, parce que tu vois que ça peut dégénérer. Après, il y a des conflits que l'on dit oubliés, mais en fait, ils ne sont pas oubliés, ils sont ignorés. Au Soudan, il y a quand même 150 000 morts, 6 millions de personnes qui ont été déplacées, en RDC, etc. Mais les deux principaux qui ont des répercussions plus larges au niveau global, c'est Russie-Ukraine et Gaza, Hezbollah, Israël. Eh ben merci tout le monde. Merci à vous. On est obligé de s'arrêter ici, mais merci à vous.